Enfin, c'est bon. Ouais. Bref, voilà, lui est ukrainien. Il est parent de 3 enfants. À ce titre-là, il n'a pas été mobilisé, parce qu'il n'a plus sa compagne. Donc il a pu venir en France. Il est venu en France par le train, par la Pologne. Et il a bénéficié de ce qu'on appelle, de ce que l'Union européenne a mis en place. On appelle ça une protection temporaire, qui est un dispositif très particulier, très avantageux, que beaucoup d'assauts ont demandé déjà depuis longtemps. On a demandé ça pour les Afghans, on a demandé ça pour les Kurdes irakiens, et on a toujours dit c'est pas possible. Apparemment c'est possible, concrètement, vu que là ça s'était fait. Et donc, une personne venant d'Ukraine, donc elle bénéficie, ceux qui sont arrivés chez nous, au bout de quelques jours ont eu un rendez-vous à la préfecture. Ceux qui sont arrivés après le 24 février. Hein. Oui, ouais. oui. Ah, oui. C'est important de préciser ça. Oui, non, il y a des cas particuliers que je vais parler après, mais voilà, donc il a eu une protection temporaire. Donc il y avait quelques conditions à remplir, mais voilà, il l'a eu. Automatiquement, il a eu droit au travail. À la Sécu. Il a eu ce qu'on appelle la PUMA, la protection universelle maladie, sans délai de carence. Un logement. Un logement. Et le droit de travail, ça en était. Donc le droit de travail et un accompagnement social. Et les allocs. Donc même rajouter que s'il était et l'ADA. Donc ils ont aussi droit, l'État à débloquer des budgets pour les cours de français. Et tu dis l'ADA, c'est-à-dire qu'ils n'ont l'ADA, c'est l'allocation de demande d'asile. Mais ils n'ont pas la CAF et donc le RSA et tout ça s'ils ne trouvent pas de travail. Non, Ils sont en fait, pas locataires de la CAF. Non. D'accord. Alors il y a un petit flou sur les allocations de logement, par exemple, ils peuvent y avoir droit s'ils rentrent dans le circuit des logements classiques. Donc voilà, donc on voit quand même, c'est assez cool. Pas besoin de faire un comparatif très long. On voit la différence. Ouais, c'est clair. Donc maintenant la différence, est-ce qu'elle se justifie, est-ce qu'elle ne se justifie pas? Le débat pour moi n'est pas trop là. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que tout le monde doit avoir ça. C'est très bien que les Ukrainiens aient ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours le même problème. Est-ce qu'on se dit c'est très bien pour eux, point barre, ou est-ce qu'on se dit il y a peut-être un moment où il va falloir peut-être un petit peu uniformiser et pas faire un nivellement par le bas, évidemment. C'est qu'il faut faire attention dans nos revendications. Parce que si on dit trop c'est injuste, ils vont dire ok d'accord c'est injuste, on va les rapprocher des autres. C'est pas le cas. Il faut que ce soit, uniforme. Donc, voilà. Donc là maintenant en tout cas il y a une chose qui est claire, c'est qu'on peut au moins s'appuyer sur ça pour dire vous ne pouvez plus dire que c'est pas possible. C'est possible. Là ce que ça démontre clairement c'est que c'est pas une question de moyens. Parce que là, par exemple, le logement, donc il y a la moitié des logements, je vous ai dit, il y a la moitié des demandeurs d'asile qui sont hébergés, c'est-à-dire qu'il manque 100 000 places en France. Ça fait des années qu'on réclame une augmentation des budgets pour le logement, et que c'est refusé, on dit que c'est pas possible. Là, en 2 mois, il y a eu 89 000 Ukrainiens qui ont obtenu une protection temporaire, donc qui sont hébergés. Donc en 2 mois, ils ont trouvé quasiment ce qu'on réclame depuis des années. C'est passé par des collectivités qui ont été saisies par les préfectures, etc. Et elles ont trouvé. Donc, des logements, si on veut loger tous les demandeurs d'asile, on peut. Ça n'est qu'une question de volonté et pas une question de moyens. Ça ne veut pas dire que tout se fait facilement. En tout cas, on peut au moins dire aujourd'hui que ça n'est qu'une question de moyens. De volonté, pas de moyens. Je peux poser une question ? Et la protection temporaire était aussi potentiellement accordée à toute personne étant en situation régulière en Ukraine. Ayant un titre de séjour régulier en Ukraine. Mais pas les étudiants. Et étudiants compris. Ah, ouais. C'est-à-dire que la première directive disait que les étudiants, un étudiant marocain, enfin non, il y a eu beaucoup d'étudiants indiens, marocains, algériens, étudiants, qui avaient un titre de séjour étudiant en Ukraine, qui sont venus ici. La première directive disait qu'il suffit de s'inscrire, il y avait une adresse mail pour aller s'inscrire et pouvoir poursuivre son cursus étudiant en France. Et il y a une deuxième directive 15 jours après qui disait, qui a rajouté une petite ligne, sauf s'ils peuvent retourner dans leur pays de nation. Donc du coup, quasiment tous les étudiants, finalement, n'ont pas eu cette autorisation et sont repartis d'abord sur Paris pour essayer de faire valoir leurs droits, et puis finalement, du coup, sont repartis dans leur pays ou ailleurs, on ne sait pas. Une autre chose aussi, c'est le regroupement familial.
regroupement familial qui là est accordé dès qu'on a la protection temporaire. Et justement, avec les Ukrainiens ne bénéficiaient pas avant le 24 février de tout ça. Ça va durer combien de temps? Est-ce qu'ils vont... Parce que là, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont commencé à prendre le chemin. Oui. On sait à peu près? Si certains ont envie de rester, qu'est-ce qui va être resté? En fait, le bénéfice de la protection temporaire, donc c'est un titre qui est valable 6 mois, renouvelable de plein droit, donc qui est renouvelable en gros tout le temps que l'UE aura mis en place ce programme-là. C'est-à-dire que l'Union européenne peut du jour au lendemain dire on arrête le bénéfice de la protection temporaire. Mais on peut faire beaucoup de reproches, mais je ne pense pas qu'ils feront ça. Maintenant, ils vont le faire tant que la guerre va durer. Et hélas, la guerre ne semble pas être amenée à s'arrêter rapidement. Donc a priori, ils vont bénéficier de ça. Sachant que, de toute façon, tous les Ukrainiens peuvent aussi s'orienter vers une demande d'asile classique. Ils ne sont pas tellement poussés par là, mais sur le principe, ils peuvent le faire. Et ils rentrent dans ce cas-là dans le cadre de la demande d'asile classique. Une précision par rapport à la France. Donc on accueille 89 000 Ukrainiens, ce qui représente 0,13% de la population. On est le pays européen, au regard de la population, qui accueille le moins. Comme d'habitude, non? Comme d'habitude. Comme souvent, en tout cas. Combien c'était? L'Espagne, elle accueille 120 000, l'Allemagne, 660 000. Tu te rappelles, l'Allemagne, ils avaient accueilli 1 million quand la France avait accueilli 20 000, je crois. C'était de cet ordre-là. Après, il faut toujours regarder par rapport à la population pour avoir les chiffres objectifs. Mais voilà, on regarde même au niveau du pourcentage, on est les... Mais ça ne veut pas forcément dire que nous, on ne veut pas accueillir. C'est un peu par ricochet, c'est surtout qu'il y a assez peu d'Ukrainiens qui veulent venir en France. Et s'ils ne veulent pas forcément venir en France, c'est pas pour rien. Ils savent la réputation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais... Non, c'est moi. Avec mon passeport, je suis 180 pays. Pour un Afghan, un Africain, c'est 20 pays. Et aucun de ces pays n'est européen. C'est déjà la première chose. Imaginons, vous avez, je pense que certains d'entre vous ont vu le film Tilo Koto au début du festival, qui parle du Sénégal. Si moi ou vous, demain, on veut aller au Sénégal, c'est assez facile, j'ai pas besoin de visa. Mon passeport suffit. Je paye 300 à 400 € le billet, j'arrive là-bas. Si je veux m'installer, je vais à la préfecture, je donne 20 €. C'est fini. Tous les ans, je paye 20 €. Je peux travailler. Alors, je ne vais pas faire la liste parce que concrètement, nous, en tant que Français et Européens, qui n'avons pas besoin de partir, on n'est pas des... si, on est des réfugiés de confort, mais nous, on a tous les droits. Concrètement, on a tous les droits, mais on paye beaucoup moins cher. Le billet pour y aller, je vais payer 300-400 €, alors que, je ne sais plus le prénom d'Antilo Koto, comment il s'appelle, mais il a payé 8 000 € pour venir. Et il a traversé 3 fois la Méditerranée, dont une fois où il s'est noyé. C'est ça. Enfin, il a failli, sinon il serait mort. Mais... Donc c'est là où on parle d'égalité des droits, mais voilà, il faut aussi qu'on commence par nous-mêmes. Et donc, si jamais on veut rentrer dans une démarche de nivellement par le haut des conditions, je pense qu'il ne faut pas seulement se dire il faut que les Africains, Afghans et autres bénéficient des mêmes droits que les Ukrainiens. Il faut aussi quand même un petit peu qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise est-ce que c'est légitime que nous, en tant que Français et Européens, on puisse aller dans tous ces pays-là sans aucun problème. Sans qu'il y ait la réciprocité, en fait. Il faut qu'il y ait la réciprocité. Et parce que là, on parle d'égalité des droits. Pourquoi ces gens-là viennent de chez nous? Alors, il y a plein de livres sur les inégalités mondiales, mais alors, je vais vous donner juste 2-3 indicateurs. Alors, nous, les Français, on est très férus en ce moment, la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. En termes de revenus, les revenus, ce qu'on appelle les revenus PPA, à parité de pouvoir d'achat. D'accord? Donc, c'est des comparaisons qui sont objectives, c'est pas juste dire, voilà, parce qu'effectivement, la nourriture est moins chère en Afrique ou autre, donc voilà, on fait des comparaisons à parité de pouvoir d'achat. Si on prend les 15 premiers pays d'origine des exilés, le revenu chez eux est entre 10 à 15 fois plus bas que le nôtre. 10 à 15 fois. En RDC, un exemple, la République démocratique du Congo, qui est un pays où voilà, 60% des ressources de cobalt viennent de RDC. Enfin, il y a aussi le lithium, alors je ne vais pas rentrer dans le débat, parce que là on risque oui, mais bref, en tout cas là-bas, il y a des mines de cobalt. 60% de la production mondiale de cobalt vient de RDC. Donc c'est un pays qui a des ressources énormes. Donc c'est un pays riche.
Non, ils sont avant-derniers au classement mondial de tous les pays. Un des réfugiés que j'ai accompagné est venu parce que là-bas, les jeunes hommes dans la force de l'âge, dans les villages, la nuit, il y a des milices qui viennent et qui les prennent. Qui les prennent et qui les font travailler forcé dans les mines de cobalt. Alors c'est pas forcément les mines qui produisent le cobalt qui viennent dans le téléphone, en tout cas pas officiellement. Mais en tout cas voilà, c'est un pays qui est un des pays les plus pauvres du monde, qui a des ressources énormes. Et ce pays-là, le revenu là-bas chez eux est 50 fois inférieur au nôtre.